Bonjour à tous, l'hiver se rapproche à grands pas, mais pas d'inquiétude, nous sommes là pour réchauffer les 26 prochaines minutes. Comme chaque mois, on commence par un portrait made in Grand Est, avec cette fois-ci celui d'un homme au destin littéralement incroyable et qui a traversé de nombreuses étapes avant d'arriver en France. Mon nom de famille c'est Rinchen Sang, prénom c'est Dorje Rinchen. Je suis né en 1980 au Tibet, la ville s'appelle Labrang. Quand j'étais 6 ans, c'est obligé, ma mère elle est envoyée à l'école chinoise. Et j'ai vu que la vie de moine c'était très intéressant. Il y a beaucoup d'apprentissage dans la philosophie. Il y a beaucoup de moines qui interdisent moins de 18 ans. Les Chinois font un peu contrôle de population de jeunes qui moines. Avant de quitter, j'ai déjà décision. Mais quand même, j'ai rien dit pour mes parents, j'ai rien dit pour mon frère, famille, village. On était 2 mois et 18 jours à pied jusqu'à Katmandou, à traverser les Himalayas. J'arrive en Inde après 2 ans. Mais après 2 ans, j'ai créé un petit restaurant en Inde. Mon premier restaurant, c'était 2007. Vendre momos, centaines de momos par jour. On gagnait par exemple 60 roupies par jour. Fin 2010, j'ai trouvé une exposition à Pologne avec 3 Tibétains pour un artiste et 2 semaines de visa. Après, mes amis ils sont retournés en Inde, mais moi j'ai dit non, je ne veux pas. Après, j'ai acheté le billet pour venir à Berlin. C'est très compliqué, j'ai pas de visa, j'ai rien de papier. Le matin, j'ai acheté un billet de bus. Le soir, le bus conducteur m'a demandé le passeport. J'ai pas de passeport. Après, ils ont tout de suite appelé la police. Et j'ai tout de suite quitté chez bus et j'ai parti dans la forêt. Voilà, j'ai caché pendant 2-3 jours. Je connais beaucoup de Tibétains qui sont amis vivre à Pologne et aussi Varsovie. Je vais aller héberger chez eux. Je connais la Belgique un petit peu, j'ai entendu, et je connais la France. Comment je peux aller à Belgique en France? Il a dit, est-ce que vous avez un argent? J'ai 50 €, j'étais. Il a dit de ne pas utiliser mon 50 €, il dit que garde pour manger. Et le billet, moi, je te donne 180 €, je crois, pour le Varsovie jusqu'à Berlin. Et après, le contrôle venu, please passport and ticket. Je suis un peu loin, j'ai gardé un magasin. J'arrive pas à lire, mais quand même, je garde beaucoup comme lire. Après, j'ai passé, mon collègue, elle m'a donné son passeport, son ticket, et passé le contrôle, ça passe, ok. Allemagne n'a pas droit pour regroupement familial, c'est ça. Après, j'ai essayé pour venir en France. Chaque jour, j'ai appelé pour le 115 pour demander le dormir pour les soirs. Et pendant 9 mois, soit j'ai dormi à la rue, soit dormi sur la bibliothèque. Et un jour, ils sont appelés pour venir chercher le billet. Mais je ne sais pas le billet c'est quoi. Directement dans le bureau de réfugiés. Elle m'a montré 2 billets. C'est un billet de 81 € et un billet de 19 €. Elle me dit qu'est-ce que vous voulez. Maintenant, je sais que ça, c'est 81 €, c'est Marseille. Et 19 € c'était Châlons-en-Champagne. Après, j'ai choisi, je crois que pas loin de Paris, c'est mieux. J'ai tiré. Je veux ça. À peu près 1 an, j'ai toujours au cours de français à Châlons-en-Champagne. À peu près 600 heures. Et après, j'ai demandé à l'assistante sociale pour dire est-ce que je vais aller à Strasbourg. En 1977, le Dalai Lama de signer pour le droit de l'homme pour Tibet. Moi, je viens directement à Châlons jusqu'à la gare. On sortit le marché Noël 2012, était dans la gare, il est déjà neigé, grosse neigée là-bas. Après, voilà, tout de suite, j'ai dit oui, c'est bien, ça c'est bien. Qu'est-ce que je cherche? Selon le droit là, et voilà, comme Tibet, ça neige souvent, je crois. Je voudrais
déménager maintenant tout de suite. Je vais donner la clé demain matin. J'étais juste un seul sac. C'est très facile pour déménager, pas besoin de valise chariot, non rien. J'ai obtenu ce appartement après 15 jours, ils sont arrivés tout de suite. On a 3 enfants, oui. 2 enfants nés en Inde et le dernier est né en France, à Strasbourg. Oui. J'ai essayé pour toutes les finances personnelles, les amis, tout le monde m'a aidé à 2 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros. Tout le monde, j'ai assez 32 000 euros. Je donne. Et j'ai commencé mon société le 23 décembre 2016, j'ai commencé mon premier restaurant. Les enfants sont importants, c'est d'abord l'éducation française, très important pour moi. Et deuxième chose, voilà, ils sont restés parler tibétain, ils sont restés dans la culture, tout ça, voilà. Cuisine, ils suivent, mais ils sont déjà goûtés, mangé tout, mais je veux pas, ils sont devenir cuisiniers tibétains. Ça, c'est le boulot très très compliqué, très difficile. Moi et ma femme vivent pour cuisiner, mais les enfants à notre métier, soit avocat, moi j'aime bien parce qu'elle peut bouger partout. J'ai choisi ce pays-là, j'ai décidé pour vivre en France. Avant j'étais nationale chinoise, j'ai supprimé et j'ai porté français. J'ai beaucoup aimé, j'ai vu trois valeurs de français, c'est l'égalité, fraternité, liberté et tout ça, c'est très très touche pour moi. Et plus, on a le droit de l'homme, ça c'est top pour le monde, quoi. Ouais. C'est l'heure de retrouver la rubrique L'un et l'autre avec un sujet important mais rarement abordé, la fin de vie. L'une s'appelle Claude Hury. L'autre s'appelle Bruno Marinthe. L'une est fondatrice de l'association Ultime Liberté à Chaumont. L'autre est président de l'association Jamalve à Saint-Dizier. Les deux échangent sur un sujet devenu un combat pour une fin de vie plus digne. Ça veut dire quoi, mourir dignement ? Alors pour moi, mourir dignement, c'est mourir sans souffrir, sans agonie, et puis c'est s'endormir paisiblement à l'heure que l'on soit choisi et dans le lieu que l'on choisit. Je rejoins une partie de ce que vous dites. Mourir, c'est déjà choisir son lieu. Mourir entouré, entouré de sa famille, de proches, accompagné de professionnels compétents, formés en soins palliatifs. Force est de reconnaître que ces conditions ne sont pas tout à fait réunies en France. Il y a 36% des personnes qui voudraient qu'il y ait une aide active à mourir sans justifier d'une maladie quelconque. Et là, on a les personnes âgées qui ne sont pas malades, mais qui déclinent et qui ne veulent surtout pas être dépendantes. J'ai un vécu de soignants auprès de malades. Personnellement, je n'ai pas de demande d'euthanasie ou de suicide assisté. Ce qui est important, c'est le climat qui est créé autour de la personne. Climat bienveillant, la prise en charge, mais également l'écoute. Et notamment pouvoir leur promettre qu'il n'y aura pas d'acharnement thérapeutique. Je fais un peu de formation d'éthique en soins palliatifs. Je m'aperçois qu'il y a une grande méconnaissance de ces lois. Alors, commençons déjà par appliquer les lois, les faire connaître, former les gens, et je pense que beaucoup de choses changeront. Comment on aide quelqu'un à mieux mourir ? Nous, notre rôle d'accompagnant, c'est d'anticiper avec les personnes qui envisagent à court terme, à moyen terme ou à long terme. Il y a des personnes, elles sont rassurées de savoir que le jour où leur santé va décliner, où elles ne pourront plus lire, plus entendre, plus se déplacer, eh bien qu'elles ont une solution douce, sans forcément passer par le monde médical. L'affaire Vincent Lambert a médiatisé le sujet. Y aura-t-il un avant et un après ? Je ne pense pas. Ce qu'on observe quand même, c'est une demande de directives anticipées. La seule parade, ce sont contre les accidents, c'est les directives anticipées et la désignation d'une personne de confiance. Moi, je suis d'accord avec vous, ça ne changera pas grand-chose, sauf à dire que dans ce cas-là, la loi a été bafouée.
les nutritions, hydratation artificielle peuvent être arrêtés. C'est un traitement qui peut être arrêté. On était dans ce cas-là. La justice s'est emmêlée de quelque chose qui ne la regardait pas. Et elle a, ce qui est vraiment absolument hallucinant pour moi, elle s'est contredite. 60% des Français se disent prêts à une euthanasie encadrée. Ça veut dire quoi? Ce qui est important dans l'euthanasie encadrée, c'est surtout les critères. Quels sont les critères qui vont faire que vous pouvez bénéficier d'une aide à mourir? La définition de la fin de vie, c'est que vous n'avez plus que quelques jours, mois à vivre. C'est ça, la fin de vie. Une personne qui a la maladie de Charcot, à 40 ans, 35 ans, elle n'est pas en fin de vie. Sa vie, son cœur peut fonctionner encore pendant des années et des années. Il y a des critères, mais ces critères, malheureusement, ne laissent pas la liberté à chacun de décider pour lui-même. Avancées technologiques, progrès médicaux, la mort fait-elle encore peur? Alors moi, je dirais que la mort est encore tabou. Combien de personnes qui nous ont au téléphone et qui me disent « Ah ben enfin, on peut parler de la mort », sans que on nous dise non, il ne faut pas y penser. Comme vous dites, c'est tabou, d'autant plus qu'il y a, je ne sais pas si c'est Google, qui travaille justement sur l'immortalité. Donc il y a quand même bien un fantasme de l'être humain de vaincre la mort. Et vous n'auriez pas envie de vivre indéfiniment? Dans quelles conditions? Là, on parlait dans quelles conditions? On parlait de qualité de vie, je pense que ça c'est fondamental. Voilà. Accompagner des gens à mourir, c'est pas usant au bout d'un moment. Moi, ça ne m'use pas parce que je fais du bien. Quand je me regarde dans la glace et que j'ai accompagné une personne qui a réalisé ce qu'elle voulait, ce qu'elle souhaitait, parce que la vie lui était devenue difficile, les personnes disent merci. Que les gens que nous accompagnons, sans parler d'euthanasie, sans parler de suicide, nous disent merci aussi. Oui. Donc, c'est toujours une petite tranche de vie qui nous nourrit. Voilà. Il est temps d'aborder un sujet qui nous concerne tous et qui est pourtant tabou, le don d'organes. On estime que 50% des Français n'en ont jamais parlé et si les dons ont augmenté de 23% en 8 ans, c'est pourtant 25 000 personnes qui étaient en attente d'une greffe en 2018 dans notre pays. On en parle avec notre invitée plus que jamais concernée, Laetitia Pignon. Bonjour Laetitia. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Carrément. Installe-toi, je t'en prie. Merci. Alors Laetitia, je te propose de commencer cette interview par un petit extrait musical. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord. Il y a des hauts et des bas, et quand c'est le bas, elle ne le montre pas. Trop de fierté, elle garde ça pour elle. Et il y a personne qui le voit. Respire, inspire, expire. Ça paraît simple comme ça. Respire, inspire, expire. Alors, pourquoi cette chanson? Est-ce que tu peux nous l'expliquer, nous la raconter et plus largement nous parler de ton association? On a demandé à plein d'artistes de toute la France de nous écrire des chansons pour le don d'organes, pour faire de la sensibilisation. Et ça fait partie d'un de nos gros projets avec notre association Les Poulettes, justement. Si tu as créé cette association, c'est parce que ta vie personnelle t'a mené à parler de ce combat. Tu veux nous raconter? Oui, je veux bien. Je suis tombée malade à l'âge de 16 ans et puis ma maladie m'a conduit à une greffe. En 2007, une greffe cœur-poumon. J'ai eu envie de dire merci à mon donneur, à sa famille, et j'ai eu envie de parler du don d'organes, de raconter mon histoire et de faire de la sensibilisation autant que je le peux. Et comme je suis fan de musique et que l'ensemble des membres de l'association sont fans de musique, on essaye d'organiser des manifestations culturelles, de monter des projets artistiques, essayer de parler du don d'organes de façon festive. D'après toi, pourquoi est-ce que le don d'organes, c'est un sujet aussi tabou? Parce que c'est directement lié à la mort, je pense. Parce que moi, j'ai le côté positif du don d'organes, parce que j'ai été greffée. Donc, il y a une certaine renaissance pour moi. Et de l'autre côté, il y a une famille qui a perdu quelqu'un. Faisons un point législatif. À propos du don d'organes, on en est où? La loi, en fait, est la même depuis 1976. C'est la loi Cavaillé, qui dit que si on ne s'est pas positionné contre le don d'organes, on est tous donneurs. Ok. Ce qui a changé en 2017, c'est les modalités de refus. Maintenant, on peut s'inscrire sur une liste de refus. Légalement, si on ne s'est pas positionné contre le don d'organes, si on ne l'a pas écrit quelque part, si on ne s'est pas inscrit sur la liste de refus, on est tous donneurs potentiels.
D'accord. Et la famille peut s'opposer à ça? La famille peut s'opposer. Quand la personne est en mort encéphalique, quand le cerveau ne fonctionne plus, il y a une équipe de coordination qui se met en place et qui va rencontrer la famille pour lui demander est-ce que la personne vous a dit qu'elle était contre le don d'organes. Et à ce moment-là, il y a un échange qui se crée avec la famille. Et certaines familles ne souhaitent pas donner les organes, même si légalement on pourrait prélever. Certaines familles ne souhaitent pas. Le mieux, effectivement, c'est d'échanger, de parler de son choix, c'est dire son choix à ses proches, pour ou contre. Comment ça se passe concrètement, un don d'organes? Le don d'organes, moi j'aime dire que c'est une grande chaîne avec plein de petits maillons qui sont tous indispensables du prélèvement à la greffe en fait. Enfin, je sais que pour moi, pour mon histoire, en fait, il y avait tous ces petits maillons jusqu'au pilote d'hélicoptère, parce que j'étais transférée de Nancy à Paris en hélicoptère, c'était mon baptême d'hélicoptère. Et je pense même à ce pilote qui m'a emmenée jusqu'à Paris, après celui qui allait rechercher les organes pour me les emmener aussi. Après, il y a eu l'équipe médicale, mon professeur, toute son équipe, ma famille qui était là pour m'encourager. Enfin, c'est une grande chaîne. Et sans un petit maillon de cette chaîne, ça ne peut pas marcher, en fait. Et du coup, c'est vraiment un partage et de la solidarité, en fait. Si là, j'étais en face de toi et je ne voulais pas donner mes organes, est-ce que tu tenterais de me convaincre? Je pourrais essayer de te convaincre, mais c'est pas forcément mon but, parce que chacun est libre de faire son choix. On a quand même tendance à dire, mais si toi, par exemple, tu avais besoin d'un organe pour continuer à vivre, est-ce que tu dirais non, moi je suis contre ton organe, je ne prends pas ton organe, ou tu prendrais l'organe pour continuer à vivre et partager des moments avec ta famille, avec tes proches, avec les gens que tu aimes? J'imagine qu'il existe pas mal de préjugés sur le don d'organes. J'ai une dame qui est une fois venue me voir et qui m'a dit je ne veux pas donner mes organes parce que j'ai peur que ça aille à une personne qui ne le mérite pas, une personne méchante, un voleur, un violeur ou quelqu'un de méchant, quoi. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer l'association et c'est quoi les poulettes? Les poulettes, c'est parti de ma greffe où j'avais ce surplus de merci à sortir et j'avais envie de donner ce que moi j'ai reçu. En fait, je sais que c'est quelque chose d'énorme, c'est un trésor qui est au fond là, qui bat. Si tu pouvais changer quelque chose dans la société comme ça, d'un claquement de doigts, ce serait quoi? Ah ouais, mais moi c'est le système de santé. Parce que j'étais dedans, parce que j'ai été baignée dedans et parce que je trouve que c'est la priorité, et ça devrait être la priorité du gouvernement en ce moment, quoi. Des problèmes justement de sous-effectifs, d'infirmières crevées qui courent partout et du coup on en pâtit aussi, nous. On en pâtit parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'elles essayent de faire de leur mieux et c'est compliqué. Laetitia, merci de toutes tes réponses et de ta présence sur notre plateau. Merci à vous. Il est temps de retrouver Siegfried et Ixion pour la dernière ligne droite des mystères de l'Est. Maintenant que Siegfried a recouvré la mémoire, que peuvent-ils encore dégoter comme secret? La réponse, c'est maintenant. Attends, mais ils font quoi là? Siegfried a été kidnappé, ça fait des semaines que je le cherche. Siegfried? C'est toi? Siegfried est amnésique. Il se souvient de rien en rapport avec les mystères de la vie. Il me reste encore une chose à tester. L'organisation qui est responsable de mon enlèvement ne peut être qu'une société secrète. Une société tellement secrète qu'elle ne porte même pas de nom. J'ai échangé avec un homme qui dit être membre de cette société. Mais qu'est-ce qui se passe là? Attends, non mais... Fais gaffe. Il est mort. Mais attends! Chut! Il est mort. Oui. Oh merde, il est mort. Il faut pas que tu le touches là. Tu vas laisser des empreintes là et des cheveux. Regarde là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est chelou là. Il faut qu'on y aille là. Faut qu'on y aille. Oui. Allez. Mais attends là! Siegfried. Attends une seconde! Non mais le touche pas. C'est dégueu, il est mort. Qu'est-ce que c'est? C'est des clés de boîte aux lettres. Mais comment tu sais ça? C'est écrit dessus. Ah ouais. C'est là? Ouais. Tu l'as retrouvé? Oui. Il y a quelque chose? Génial. Ah, mais ils ont pas pensé à regarder dans la boîte aux lettres. C'est quoi? Un masque. Un masque? Ouais, un masque. Attends, mais... c'est quoi ça? Je sais pas. On embarque. Ouais, il faut qu'on y aille là. Ouais. Attends. Allez. Ah ouais. Mon nom est Siegfried. Je suis néo-historien.
J'analyse les faits historiques à la recherche de la vérité. Mais mes émissions dérangent parce qu'elles déterrent des informations que certains préfèrent garder cachées. Récemment, j'ai été enlevé par un groupe non identifié qui a voulu me faire taire et m'empêcher de révéler les mystères de l'Est. Si vous avez suivi les derniers épisodes, vous savez que je touche enfin au but. J'ai découvert que la série de chiffres qui était à l'arrière du masque était en fait des coordonnées de navigation astronomique qui nous emmènent ici à l'Observatoire de Strasbourg. Faut que t'expliques ça, les trucs astronomiques là. Mais j'ai déjà essayé de te l'expliquer, t'as pas compris. Ouais, mais si t'expliques pas, les gens vont pas comprendre. Mais non, mais c'est trop long en plus. Bah ouais, mais... Au départ, j'ai pensé coordonnées GPS, mais je me suis vite rendu compte qu'il y avait un rapport au puissance 10. On calcule AH, angle horaire, par interpolation des valeurs disponibles. On utilise évidemment la trigonométrie sphérique. Alors là, c'est pas compliqué, parce que sin HC égale sin longitude sur cos latitude. Tu suis toujours là? Oui, je suis. Ok. Parce que là, tu inverses le résultat de l'astrolabe planisphérique, l'Almucantara, 45 degrés sud-ouest sur le tympan. Le rendez-vous est ici, aujourd'hui, à 19h. Voilà, t'as compris? Ah non, ça fait 5 fois que tu m'expliques et j'ai toujours rien pigé. Et voilà pourquoi nous sommes ici, à quelques heures de ce rendez-vous secret à l'Observatoire de Strasbourg. Ouais, même si j'ai dit à répéter que c'était peut-être pas l'idée du siècle, hein, de Mais se qu'est-ce que pointer. tu veux faire? Tu veux rester chez toi et regarder des comédies romantiques, des best-of YouTube? Bah, il y en a des biens, les comédies romantiques. Oui, ouais, bref. Nous allons découvrir ensemble pourquoi la société sans nom est attachée à ce lieu qu'elle n'a pas choisi par hasard et qui est forcément lié à ce qu'ils sont réellement. Des vampires, donc. Mais arrête avec les vampires! Et les 2 traces de crocs dans le cou du cadavre, là, Mais- c'était pas des piqûres de moustiques, hein. Mais y a rien à voir là! Bah, on verra, on verra. Oui, on verra. Bah, on verra, ouais. L'Observatoire astronomique de Strasbourg est en fait le 3e de la ville. Fondé en 1881, il est situé au cœur historique de l'université. Il a toujours été à la pointe de la technologie dans le domaine de l'astronomie. La première lunette de la grande coupole est l'une des plus performantes en Europe au moment de son installation. Et encore aujourd'hui, elle reste la 3e plus grande de France. C'est ouvert. Oh non, pas les escaliers. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais ça monte haut là. C'est Franck, tu fais quoi? Je fais la vaisselle. Oh, trop cool. Viens. Ouais, j'arrive. Les 2 autres coupoles, plus petites, ont aussi été équipées, de façon à pouvoir couvrir tous les axes, tous les besoins. Et on les fait quand, ces observations? Bah la nuit. Et qui c'est qui vit la nuit? Les vents? Les vents? Les ventriloques! Ah non. Décennie après décennie, les directeurs successifs ont maintenu le haut niveau de l'observatoire. À l'origine, on étudie ici l'astronomie de position, savoir se situer dans la galaxie. Mais on observe également les comètes et les astéroïdes, soit les obstacles en mouvement qu'on pourrait croiser sur sa route. Enfin, comment ça? Après la Deuxième Guerre mondiale, on étudie également à l'observatoire la chronométrie, l'étude exacte du temps. Très utile quand on voyage. Et aujourd'hui, et ça on le sait moins, voire on le sait pas du tout, l'observatoire héberge le CDS. Le quoi? Attends, je vais te montrer. Là, Ouais. là, sous nos pieds, se trouve le CDS, le Centre de données astronomiques de Strasbourg. Sous nos pieds? Ouais, ici, là. Elle héberge la base de référence mondiale pour l'identification d'objets astronomiques. Ici. Mondial? Ouais, regarde là. Ça, c'est les extractions de clim pour refroidir les serveurs. Hein? T'as vu ça? Ouais. Ou pour des gens qui vivraient sous terre, au frais, quoi. Regarde! Le CDS contient des fichiers sur des milliards d'objets hors du système solaire. Même la NASA utilise ces données. Et un atlas du ciel de 5 téraoctets. Pratique pour voyager, hein. Qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, il est déjà l'heure, là. Ah ouais? Faut se préparer, là. Moi, ça filme, hein? Toi, ça filme? Ouais, c'est bon, ça filme. C'est sûr? Ouais. Ok. Par contre, t'es pas un peu trop sapé là? Non, mais attends, mais c'est une réunion secrète. Quoi? Je vais pas venir en comme toi, là. C'est quoi ces fringues? J'ai mis une chemise. Ah bah, super! Discrétion, quoi. Il est 19h là, non? Bah, ouais. Il C'est y ça a le problème. personne qui est rentré là. Si ça se trouve, c'est annulé, on peut rentrer chez nous. Hein. Écoute, si tu veux pas venir, tu restes là, tu surveilles mon sac. Hein. Attends, c'est quoi ça? C'est dedans? Ouais, ça va à l'intérieur. Bon, c'est parti, on y va. Là. Oh là là. On verra bien. Tu vois, là, si tu fais ça là.
Faut que je fasse pipi. Mais pourquoi t'as pas pissé avant? Mais j'ai pissé 3 fois déjà, mais c'est le stress. Bon, écoute, allez, tant pis. S'il y a quelqu'un qui me parle, je fais quoi? Tu dis rien, et surtout tu lui dis pas que t'as envie de pisser. Ok? Bon, Olivier, c'est la fin de l'année, il faut que je te dise quelque chose. Ok, vas-y. Bon, bah voilà, j'ai un contrat de fou, il va falloir que je parte 6 mois aux États-Unis. Ouais, ok. Bah, du coup, je pourrais pas faire carrément l'an prochain. Ok. Mais comment ça, ok? Genre, tu me dis juste ok. Bah, tu veux que je te dise quoi d'autre Je sais pas, tu pourrais être triste, tu pourrais être fâché, tu pourrais être déçu, tu pourrais faire ah non, ça. Puis en plus, c'est même pas vrai. Je voulais juste te faire une blague. Ah bah super. Je vois à quel point tu tiens à moi. Hein. Ouais, ça va, je savais que c'était une vanne. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, t'es en train de me faire la tête pour un truc qui n'existe pas, quoi.